démarré par une maîtrise de psychologie clinique, et après je me suis mis à la socio, et j'ai fait donc un doctorat de sociologie. Donc maintenant je travaille comme en fait enseignant-chercheur en sociologie et en psychologie, et comme psychothérapeute aussi. La présentation, ça part d'un bouquin qu'on a écrit collectivement, donc à 5 personnes, sur être humain au système capitaliste et l'impact psychologique du néolibéralisme. Et donc on analyse à la fois les problèmes justement du capitalisme et puis aussi les alternatives. Donc pour faire la transition avec ce qui a été dit tout à l'heure, d'abord je vais me présenter vite fait pour que vous compreniez un peu, on pourrait dire, d'où je parle. En fait, les enjeux qui sont liés à ce dont on parle maintenant, c'est, généralement, ce genre de problématique d'approche est assez mal vu par la gauche et les marxistes. Pourquoi en fait? Parce qu'en fait la psychologie, ça parle d'abord de l'individu. Et donc l'individu, c'est une approche considérée, c'est quand même le maître mot de l'approche des libéraux. Les libéraux considèrent que qu'est-ce qui fait si on est responsable, si vous avez un gros salaire ou un petit salaire, c'est parce que vous êtes responsable de votre vie, c'est votre mérite. A l'inverse, les sociologues, ou la gauche en général, enfin ça dépend des sociologues, mais disons, la gauche en général, considère que la responsabilité, elle n'est pas individuelle, elle est surtout collective. C'est un déterminisme, c'est une approche plus holiste. Et donc en fait, on est déterminé par l'ordre structurel. Et puis tout à l'heure, je sais pas, bon, je ne vais pas forcément, faut imaginer pour essayer d'expliquer ça, un triangle avec 3 principes. La liberté, donc je vous ai dit tout à l'heure, en haut du triangle, l'ordre, et de ce côté-là du triangle, ou à l'inverse, l'égalité, un triangle avec 3 principes. Donc la gauche défend l'égalité, la droite la liberté, en règle générale c'est ça, et en l'occurrence pour l'ordre, pour les sociologues, c'est vraiment, ils mettent beaucoup plus en avant la question de l'ordre à nouveau, du déterminisme, etc. Bon, je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est le... Et du coup, on voit aussi dans les approches psychologiques et sociales deux excès, et c'est ça à mon avis le but de ce bouquin, c'était justement de dépasser ces dérives, c'était justement d'éviter ou la psychologisation à excès des problèmes écologiques ou sociaux, ou alors à l'inverse, oublier complètement la dimension individuelle et psychologique. Le danger, je vous prends un exemple concret pour illustrer ça. L'approche purement psychologique, c'est de dire, voilà, si vous avez un des syndicalistes ou un écologiste virulent de Greenpeace, c'est qu'il a eu un problème avec un rebelle, il a un problème avec son père, il faut qu'il aille se faire soigner. Voilà, donc arrêtons le militantisme, c'est la caricature de la psychologisation et de l'approche néolibérale. Et puis l'inverse, c'est de considérer qu'en fait, la psychologie n'existe pas, donc là c'est l'approche plutôt, on va dire, un peu marxiste ou économiste des choses, voire sociologique au sens même. Parce que bon, déjà les sociologues sont un peu plus proches des psychos, puisqu'il y a la psychosociologie. Psychoéconomie, ça devrait être inventé, mais ça existe encore assez peu. Donc en gros, pour un économiste ou un sociologue, on va dire classique, l'individu n'existe pas, il n'est que le fruit des structures, des déterminismes, de la culture, donc il n'a quasiment aucune responsabilité, d'ailleurs c'est un peu des critiques qu'on fait des fois à Bourdieu, et donc c'est un rouleau compresseur et rien ne s'arrête. Voilà. Donc entre ces deux excès, il faut trouver un équilibre. Bon, ceux qui ont participé aux autres ateliers, en tout cas de ce matin et puis celui d'avant, vous avez vu qu'en gros, c'est assez pessimiste sur ce qui va arriver, ou réaliste, mais en tout cas, voilà. Un des éléments qui a été montré assez vite hier, c'est les courbes, je ne vais pas le développer ici, parce que c'est pas tellement mon propos, mais quand même pour vous resituer, les courbes du rapport Meadows, en fait, avec 4 facteurs, un facteur démographique, facteur de production, facteur de pollution au sens large, et puis le quatrième c'est les ressources. Mais en gros ils ont fait plusieurs modèles, en gros il y a à peu près 4 ou 5 modèles, même plus, pour voir en fait qu'ils font varier une composante, une des 4, uniquement les ressources. Si on a les ressources illimitées, est-ce que ça marche? Si on s'occupe uniquement de la pollution, est-ce qu'on arrive à tout résoudre? Si on contrôle toute la démocratie, est-ce qu'on arrive à tout résoudre? À chaque fois, ils font une simulation, on arrive à complètement résoudre le problème démographique, complètement résoudre le problème écologique, donc pollution, complètement résoudre le problème des ressources et puis les questions économiques, en redistribuant la richesse, etc. Et en fait, à chaque fois, ça améliore les choses, mais en fait, ça repousse le problème. C'est un peu l'effet rebond, c'est qu'à chaque fois qu'on en résout un, ça permet aux autres de plus de se développer. Donc à la fin, quand on a tout résolu, à la fin, on arrive à quoi? Au pire, on repousse de presque un siècle, c'est déjà pas mal,
mais à la fin ça s'écroule quand même, parce qu'en gros, quand il y a moins de démographie, moins de pollution, les problèmes écologiques, enfin économiques sont à peu près résolus. Imaginons qu'on a les ressources illimitées, parce que quand même, là c'est vraiment une hypothèse très sympathique, mais bon, à la limite, avec les technologies, enfin les pros, techno, etc., comme à la fin les gens n'arrivent pas à se limiter, et ben, ils continuent à consommer, puis ils polluent plus, et finalement, voilà. À la fin, on arrive à nouveau à un effondrement. C'est ça qui est assez pessimiste. Alors après, le niveau d'effondrement, souvent on dit, ben tiens, c'est dans 20 ans ou dans 15 ans, c'est un petit peu ça, mais en fait, il est déjà en cours. Nous, on est le dernier îlot. Hein, juste pour vous rendre un peu compte, quand vous avez 6 000 € de patrimoine, vous faites déjà partie des 15% les plus riches. 6 000 €, c'est pas grand-chose, c'est une petite voiture d'occasion, enfin, à prix moyen, on va dire. Hein, et donc 15% les plus riches. Ça veut dire que 85% de la planète est nettement plus pauvre que vous, avec ça, et puis bon, voilà. Et en fait, quand on parle des guerres et des morts et tout ça, les famines, ça existe déjà depuis longtemps ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a de la migration aussi aujourd'hui. Les guerres, on a l'impression que ça nous tombe dessus tout d'un coup avec des attentats, mais ça fait la guerre qui existe depuis déjà 25 ans au Moyen-Orient, elle est le fruit de la guerre pour le pétrole en particulier, il n'y a pas que ça. On pourrait dire, tiens, on a quelques morts en France, c'est fâcheux, oui c'est fâcheux, sauf qu'on compte les morts blancs et occidentaux, mais en Moyen-Orient, il n'y a qu'à faire les comptabilités, ils en sont à déjà 4 millions de morts depuis 25 ans, rien que sur ces différentes guerres, entre la guerre en Irak, la guerre en Syrie, etc. Donc on voit 4 millions de morts, on peut comprendre que ça peut générer quelques énervements. Tout ça pour vous dire que donc là, la situation elle est déjà grave au niveau mondial, même si nous on est dans un petit îlot, on ne s'en rend pas compte. Et finalement, derrière le rapport Meadows qui a été proposé, il a été mis en œuvre par qui était derrière? Surtout des gens très riches. Et en fait, mon idée, notamment le patron de Fiat et autres, mon idée, quand ils l'ont mis en œuvre, c'est pas par altruisme, mais c'est qu'ils se sont dit, nous les plus riches, il faut qu'on continue de survivre. Comment on va faire? Donc ils ont demandé à des experts. Puis ils se sont rendus compte que ça allait être très compliqué pour qu'eux puissent continuer à vivre, etc. Et finalement, le bon système, tel que certains l'imaginent, c'est d'arriver à réduire énormément la population. Et finalement, quand on réfléchit bien au système, quand on prend pourquoi est-ce que les élites mettent tant de temps à appliquer, par exemple, les accords de Kyoto, donc les accords sur le climat, c'est qu'en fait, quand vous êtes vraiment très riche, vous n'avez pas besoin des problèmes enfin, vous pouvez, d'une certaine façon, vous abstraire de tout ça. Parce qu'en fait, s'il y a une catastrophe écologique, et qu'en fait, le prix de la nourriture monte, vous avez vu dans les émeutes de la fin de 2008, ça a déjà monté un peu. Bon, nous, ça ne nous a pas beaucoup changé. Hein. C'est pas parce que votre kilo de riz passe de 1 € à 1,50 € que vous, même à 3 €, vous pourrez toujours vous le payer, au minimum. Donc, ça, par contre, il y a eu les émeutes de la faim dans les pays du Sud. Donc, eux, c'est déjà concret, les problèmes de pétrole, les problèmes de climat, etc. Mais quand vous êtes vraiment très riche, en gros, si vous faites partie des, voilà, c'est plus les 15%, et vous faites partie des 1% ou des 10%, si vous êtes vraiment riche, vous achetez tous les problèmes. Si vous avez beaucoup, s'il y a des hordes sauvages qui arrivent autour de vous, vous prenez des milices et des armées, vous vous entourez, d'ailleurs c'est ce qui se passe déjà un petit peu. Quand il n'y a plus à manger, ben, vous payez 10 fois le prix si besoin. Si le pétrole fait 10 fois plus cher, vous le payez 10 fois plus cher, etc. etc. Et donc quand les ressources viennent à se limiter, ben, vous prenez de quoi garder les dernières ressources, et puis vous continuez. Il y a plein de, comment dire, de plans de sauvetage. Donc, je ne parle même pas pour les élites économiques, c'est déjà prévu, mais pas pour les élites politiques du moins, et économiques, mais c'est, voilà. Donc en gros, les riches n'ont pas vraiment besoin de nous, et ils vont continuer à ça, et si, effectivement il y aura un effondrement, c'est un peu ce qui a été dit, effondrement des choses, mais ça va déranger tout le monde, ça dérange quand même un peu les riches, quand il y a une guerre, ça peut toujours avoir des balles perdues, hein, c'est toujours un peu gênant, mais c'est pas eux qu'on verront leurs fils à la guerre, hein, c'est les plus pauvres qui y vont. Et donc les riches, leur objectif, ils ont un objectif de décroissance, comme nous, mais la décroissance des pauvres, pour que les riches puissent continuer à croître le plus longtemps possible, ou en tout cas avoir une vie stable. C'est pas le même objectif. Et donc ils sont très intéressés pour la décroissance, ouais, mais pas par la même que nous. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se faire avoir sur la décroissance, c'est bien faire une décroissance des riches avant de faire une décroissance des pauvres. Et c'est l'inconvénient d'ailleurs des approches psychologiques que je vais évoquer, je suis un peu long, mais c'est pour resituer les choses, c'est qu'en fait, si on n'approche que psychologique, eh ben on fait le travail des plus riches. En gros, on commence à décroître pour que finalement les plus riches puissent continuer. Et donc on va arriver effectivement dans le mur, on y est déjà d'ailleurs dans le mur au niveau mondial, mais l'objectif de tout ce qu'on fait ici, c'est de reconstruire.
Et plus on a l'alternative, en fait, les universités d'été d'ici aujourd'hui, puis tout ce qui se fait au niveau mondial, il y a beaucoup de choses, le film de demain, il y a plein de choses qui se reconstruisent. Donc on est déjà, donc c'est une minorité quand même encore maintenant, on est déjà en train de se reconstruire, en tout cas de préparer la suite. Mais plus quand ça va s'effondrer, ça s'effondre déjà, il faut reconstruire dans une direction. Et après il y a deux alternatives, c'est un problème de rapport de force. Soit on est assez nombreux ou assez préparés et on reconstruit dans la bonne direction, soit on n'est pas assez nombreux, pas assez préparés, et les quelques riches qui en quelque sorte survivent à l'histoire, d'une certaine façon on est déjà les riches, hein, 15% de la planète avec 6 000 euros, en fait, ces quelques personnes-là peuvent reconstruire quelque chose dans la bonne direction, mais ça peut aussi être dans la mauvaise. On peut aller vers un écofascisme ou un système anarcho-capitaliste où en gros c'est les multinationales avec leurs tanks qui dirigent le monde. C'est un peu aussi un projet, un peu le système tel qu'on peut le voir dans certains films. Voilà. Donc ça c'était pour l'introduction à la fois pessimiste et optimiste. Pessimiste parce que je suis à peu près ce que les autres ont dit d'avant, et optimiste puisqu'en fait tout le travail qu'on fait maintenant, il contribue à la fois à permettre d'améliorer les choses, en tout cas à faire que le virage, le mur, au lieu de le prendre de face, on le prend de biais, et puis surtout on reconstruise les choses dans une autre direction. Je vais déjà revenir à des choses vraiment basiques que psychologiques et très simples, pour que vous compreniez en fait les mécanismes. Et donc en fait, l'idée générale du principe, c'est qu'on a des besoins essentiels, ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, voilà. Donc moi j'ai une autre approche un peu différente. Et en fait, il y a 5 ou 6 besoins essentiels, donc il y a le besoin physiologique, mais donc celui-là je ne l'évoque pas trop, parce que c'est pas directement psychologique. Le deuxième besoin essentiel, en fait, ou le premier, disons, des besoins essentiels, c'est, on peut le dessiner comme ça, c'est le besoin de vivre. Hein. Le besoin de vivre, donc c'est basique, mais derrière, pour chaque besoin essentiel, il y a une peur. Hein. Donc il y a une peur, donc c'est en l'occurrence la peur de mourir. À partir de cette peur-là, c'est vraiment la peur que tous les humains ont, alors plus ou moins conscients, parce qu'il y en a que ça travaille beaucoup, d'autres n'y pensent pas souvent, sauf quand vraiment on fait des expériences qui les soumettent à des choses, disons, extrêmes. Et de ça découlent deux autres besoins. Dans le besoin de vivre, c'est le besoin d'intensité, hein, qui fait que certains ont un besoin même qui sont passionnés. C'est un peu le caractère un peu des militants qui ont un tel besoin de vivre qu'ils deviennent passionnés, voire même fanatiques, pour terroristes, pour certains. Que ce soit des éco-warriors ou des fanatiques religieux, ou des très beaux, peu importe. Voilà. Derrière ce besoin de vivre, on a un autre besoin. En fait, il y a deux besoins fondamentaux. Le besoin d'être fort et le besoin d'aimer, ou d'être aimé. Le besoin d'être fort, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas un minimum fort, ben vous êtes en danger. En fait, quand on peut le dire, le besoin d'être fort, on peut l'appeler différemment le besoin de maîtrise de soi. Donc si vous n'avez pas la capacité à vous maîtriser, en fait, vous êtes en danger. Vous êtes en danger dans votre environnement, dans votre vie, vous n'êtes pas capable de vous exprimer, vous n'êtes pas capable de gérer votre vie, etc. Donc, et la peur qui est derrière, ça c'est une des peurs fondamentales de beaucoup d'individus, enfin de tous les individus, mais en particulier des élites, c'est la peur d'être faible. Si vous êtes faible, vous êtes en danger aussi. Donc le combat, d'un point de vue psychologique, mais subconscient, par beaucoup de nos dominants, c'est la peur d'être faible. Et donc, avoir du pouvoir, etc., c'est derrière une façon de repousser une peur subconsciente d'être faible. Voilà, donc je l'ai écrit ici, donc il y a besoin d'être fort, bon, il y a assez mal, et peur d'être faible. Voilà. Peur d'être faible. L'autre, donc en termes écologiques, concrètement, c'est pour la consommation, ça crée un besoin d'avoir toujours une voiture de plus en plus grosse, d'avoir un salaire de plus en plus important, un poste de plus en plus important, d'avoir un statut social de plus en plus important pour montrer votre puissance, etc. Et si on prend l'exemple des plus riches, des élites internationales, l'enjeu finalement, c'est même plus comment dire, quand vous avez 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, c'est plus la question de la richesse, c'est de montrer que vous serez le plus puissant des milliardaires ou des dirigeants multinationaux. C'est la même chose pour les hommes politiques, c'est de devenir plus puissant que Merkel, donc en gros Obama est plus puissant qu'Obama, est-ce que ça existe? Enfin, voilà. L'autre besoin, c'est le besoin d'aimer ou d'être aimé. Et donc ça c'est la peur qui est derrière. En fait, c'est la peur. Qu'est-ce que ça engendre comme conséquence? Ça veut dire qu'en fait, les gens
vont augmenter le type, leur comportement, leurs actions, pour en fait chercher l'amour des autres. Donc concrètement, quand on est dans un domaine professionnel, ça peut être dans un domaine professionnel, ça prend une troisième forme qui est le besoin d'estime de soi. Ça, on en a parlé un peu tout à l'heure. Le besoin d'estime de soi, et du coup la peur qui va derrière, c'est la peur de ne pas être reconnu. Alors je différencie justement les deux, parce que l'estime de soi vous pouvez l'atteindre, on la voit dans la pyramide de Maslow par exemple, mais la peur de ne pas être reconnu, ou besoin d'être reconnu, vous ne l'obtiendrez jamais. Parce qu'en fait, si vous avez une bonne estime de vous-même, tout va bien. Si vous avez une mauvaise estime de vous-même, c'est pas parce que vous attendez des autres qui vous donnent, en gros, vous voulez devenir une star de la musique pour être aimé et reconnu. Mais en fait, généralement, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là tombent dans la dépression assez rapidement. On voit beaucoup de stars qui se dépriment ou qui se droguent. Et une des raisons, c'est justement parce qu'en fait, ils cherchent l'estime des autres par le regard des autres. Donc les sociologues travaillaient là-dessus, qui s'appelle Veblen, parlait de besoin de reconnaissance, de consommation ostentatoire. On va consommer pour être reconnu par les autres. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au besoin de puissance, mais là c'est sur l'estime de soi, c'est un peu la même chose. Si j'ai une grosse voiture, si je vais, alors dans nos milieux sociaux, c'est pas d'avoir une grosse voiture qui est valorisant, c'est par exemple de dire tiens, j'ai été en voyage à l'étranger. Bon, maintenant c'est plus valorisant chez les écolos parce que ça fait mauvaise empreinte écologique, donc vous trouvez autre chose. Et vous voyez, il y a toujours une forme de reconnaissance d'une forme ou d'une autre. De dire j'ai cassé ma télé, et donc ça par contre ça coûte pas trop cher, c'est déjà pas mal. En tout cas, il y a toujours une forme qui prend une autre, un besoin de reconnaissance, et donc il faut essayer de dépasser ça, sinon on consomme à l'infini, Voilà. Alors, le point commun entre ces deux éléments-là, entre le besoin d'estime de soi et le besoin de reconnaissance, c'est qu'en fait, bon, ça c'est vraiment les 3 ou 4 peurs et besoins fondamentaux, et le point commun, c'est qu'en fait, pour avoir une bonne estime de soi, il faut aimer ses compétences, aimer sa capacité en fait, sa capacité à être fort. Donc c'est la synthèse des deux. Voilà. Donc ça c'est les besoins essentiels, mais en fait se cache derrière tout ça beaucoup d'autres besoins. Donc en fait les peurs sont névrotiques, beaucoup d'autres besoins, en fait c'est un peu les petites briques sur lesquelles vous allez pouvoir un peu expliquer toutes les autres peurs qui se combinent. Donc j'ai pas le temps de développer maintenant, mais je vous en donne quelques-uns là rapidement qui sont ici. Donc ça crée le besoin d'être aimé, non pas d'aimer, le besoin de pouvoir, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin de reconnaissance, le besoin de possession, d'objets, etc. On peut voir à nouveau la question sous un angle, on va dire, l'explication liée au capitalisme. Et au niveau du capitalisme, il y a, disons, la question des élites et la question, disons, pour les classes populaires, ou le peuple, on va dire. Le peuple. Chacun a un peu des problématiques différentes. Et Marx expliquait en fait les choses de façon... en fait, ce qui caractérisait le capitalisme, c'est un peu 3 principes, pour faire simple, c'est l'exploitation, la domination et l'aliénation. Donc si on prend l'exemple de... On va commencer par l'exploitation, parce que c'est plus directement lié à l'écologie. Exploitation, domination, aliénation. On peut expliquer les choses de façon à la fois économique, au niveau de l'exploitation. Donc là, j'ai commencé un peu à en parler tout à l'heure. La situation actuelle, en fait, du capitalisme, en fait, c'est un des éléments centraux pour les capitalistes, c'est justement de pouvoir exploiter au maximum.
Et du coup, le peuple, donc d'un côté, il y en a qui exploitent, et du coup, il y a d'autres qui sont exploités. En fait, c'est la division classique de la lutte des classes entre les propriétaires des forces de production et puis les propriétaires des forces de travail. En niveau psychologique, ce mécanisme-là, ça c'est un mécanisme économique, on peut l'expliquer de façon psychologique aussi. En fait, à chaque fois, il faut essayer de voir les deux. Au niveau psychologique, pourquoi ce système perdure? Donc pour les économistes, c'est pour les structures économiques. Pour les psychologues, ou les psycho-économistes, on pourrait les appeler comme ça, psychosociologues plus précisément, en fait, c'est que derrière ça, il y a un besoin d'être fort, en tout cas pour le besoin de domination, c'est plus évident. Pour le besoin d'exploitation, c'est le besoin d'accumulation. On veut accumuler, posséder le plus possible. Donc derrière le besoin justement d'accumulation, le besoin de possession, quelles sont les peurs qui sont derrière ce besoin de possession? Si vous voulez posséder, c'est pour vous sécuriser. Quand on possède beaucoup, on se sécurise. Donc c'est pour éviter la peur. Donc c'était une des peurs que j'évoquais tout à l'heure. C'est le besoin de sécurité se compose de plusieurs sous-peurs. En l'occurrence, si vous êtes en insécurité financière par exemple, économique, et bien du coup vous avez un risque de danger pour votre vie, etc. Vous retrouvez SDF par exemple. Et donc une façon de vous sécuriser, c'est d'augmenter de vos richesses. En l'occurrence, c'est pour éviter la peur d'être faible. C'est un des éléments de la sécurité, donc de la consommation. L'autre élément de la consommation, c'est je consomme, je parlais tout à l'heure de la consommation ostentatoire, c'est je consomme pour montrer aux autres que je suis compétent, ou justement si j'ai une belle voiture, c'est que j'ai réussi, donc je suis intelligent. Et donc, derrière, c'est un besoin d'estime de soi. Et en fait, du coup, on consomme cette fois-ci pour se sécuriser, mais pour avoir une meilleure estime de soi, et du coup, finalement, à nouveau, le besoin d'être aimé. Donc, vous voyez un petit peu, quand on prend la question de la consommation, derrière de la sécurité, et puis les besoins qui sont derrière. Donc, ça, c'est pour les élites qui vont consommer pour pouvoir accumuler plus, ou pour la population qui va aussi consommer. Donc là, c'est le marketing qui est derrière et qui pousse les gens à consommer plus. Eux, ils sont exploités, ça c'est pour quand ils travaillent, mais du coup, ça fait marcher aussi la machine pour la croissance. Bon, sur la domination, je crois que j'ai un peu évoqué les choses tout à l'heure, déjà. Pour la domination, juste un élément peut-être qui est important, c'est par exemple, sur la question de démocratie, si on veut permettre aux choses de s'améliorer, il faut imaginer un système, parce qu'on parle d'écologie, une démocratie écologique. Donc le système dont je propose, par exemple, celui qui me semble le plus intéressant parmi beaucoup d'autres, c'est ce qu'on appelle l'écosocialisme, notamment de Bookchin, qui s'inspire de celui de Proudhon. Et en gros, c'est un écosocialisme fédéraliste qui permet, pour faire simple, de prendre les décisions à la base et de les faire remonter jusqu'au sommet, avec un peu qui ne soit pas que de la planification, ni que du marché, mais un mélange entre ces deux extrêmes. Bon, je n'ai pas trop le temps de développer parce que ce n'est pas non plus trop le sujet. Mais ça veut dire qu'en gros, il y aura toujours une démocratie, et pour éviter, il vaut mieux ça que l'autre excès qui est un écofascisme, en disant c'est le danger, il y a un danger, donc maintenant on va appliquer des directives de façon extrêmement autoritaire, une dictature écologique ouverte. Puisqu'en fait, si on fait ça, qui c'est qui va profiter de la situation? Ça va être à nouveau les élites économiques et politiques, ça ne va pas être la population. Et donc, dans tous les cas, il faut imaginer un système qui soit démocratique. Que vous imaginez un système social, écologique ou autre. Et la démocratie, elle ne pourra se mettre en œuvre. Bon, il faut d'abord, imaginer un système démocratique, qu'on soit tous d'accord, c'est beaucoup de travail. Mais une fois qu'on l'a imaginé, qu'on a un système parfaitement démocratique, si les gens ont toujours cette peur subconsciente d'être faibles, en particulier les gens qui sont au pouvoir, et bien en fait, ils vont tordre le bâton pour faire en sorte, pour garder le pouvoir. C'est ce qui se passe, d'ailleurs, on voit, aujourd'hui, vous avez des dirigeants qui nous disent je suis là pour la démocratie, pour la République, pour la liberté, et ils ne font pas du tout ce qu'ils disent. Et donc, il y a vraiment un vrai problème de démocratie, mais qui s'explique à la fois pour des raisons sociales, économiques, mais aussi psychologiques. Et puis, je crois que je vais m'arrêter ici. Alors, si juste l'aliénation en un mot, l'autre élément d'expliquer Marx, il parlait de l'aliénation, en fait, il disait qu'on est vraiment aliéné, ça veut dire qu'on n'a même plus conscience d'être dominé, exploité. On considère que le système capitaliste, c'est normal. D'ailleurs, on n'a même pas besoin certains écologistes sont de ce point de vue-là un peu aliénés, puisqu'ils considèrent qu'en fait le problème, c'est pas le capitalisme, c'est la psychologie. Bon, peut-être pas jusque-là, c'est pas des psychologues, mais disons, en tout cas, c'est des problèmes de régulation, ou d'environnement, ou de règles sociales, mais que le capitalisme n'est pas le problème. Pour certains écolos, le problème fond, alors après, bon, pas trop dans le développer non plus, mais le problème de fond du capitalisme, c'est l'accumulation.
Donc on accumule trop, ça crée du productivisme, et que le problème, c'est pas la propriété privée des moyens de production, puisqu'en fait, si on accumule moins, ça va aller. Sauf que, pour conclure par rapport à ça, pourquoi il me semble que le problème de fond, c'est l'accumulation, c'est important, le problème de la question d'accumulation, et de la croissance, etc. Mais le problème de fond, c'est, je le disais d'ailleurs, la propriété privée des moyens de production. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire que dans une entreprise, qui décide, c'est les propriétaires, et non pas les salariés. Et c'est pour ça qu'une des seules solutions, on l'a dit, pour renverser le capitalisme, en dehors des questions psychologiques et sociales, c'est de développer des systèmes fondés sur des coopératives. Dans une coopérative, quelle est la différence avec le reste? C'est que la propriété est collective, et qui décide, c'est en fait les gens sont propriétaires, travailleurs et décideurs, et à ce moment-là, il y a une démocratie, et les salaires vont de 1 à 5 dans les coopératives. Alors que dans les coopératives au sens sociologique et philosophique, au sens juridique. Alors que dans les multinationales, elles vont de 1 à 500, voire de 1 à 1000. C'est une faille. Donc c'est pas juste de la force, mais il y a aussi et de la force et une faille. Et ça c'est pareil pour la plupart des individus, mais quand même c'est plus développé chez les élites. Après, des fois on a tendance aussi à l'inverse, à considérer qu'en fait que nos élites sont en gros des pervers narcissiques, ils ont des gros problèmes psychologiques. Ils en ont sûrement, mais en fait, malgré tout, il y a peu de gens qui arriveraient à résister aussi psychologiquement aux tensions et aux attaques que ça suppose. Donc ça suppose aussi qu'ils sont, si on parle des niveaux, ils sont quand même, c'est pas des gens sous-évolués et des psychopathes comme certains pensent le penser. Il y en a évidemment, mais il ne faut pas les sous-estimer de ce point de vue-là. La preuve d'ailleurs c'est qu'ils nous dominent. Donc peut-être pas inverser les rôles. Non, d'ailleurs c'était pas l'avis de Marx non plus. Il considère qu'on ne peut pas réguler le capitalisme, il faut le changer. Et pourquoi on ne peut pas réguler le capitalisme? La raison fondamentale, bon moi c'était ce que j'ai expliqué là. Si le capitalisme c'était uniquement de l'accumulation, ou du productivisme, d'ailleurs c'est ce qui se passe aussi dans le système communiste, donc c'est pas le problème du capitalisme spécifique, on pourrait en gros diminuer la molette, on réduit un petit peu, on met plus de taxes et puis c'est réglé. Le problème du capitalisme, c'est que qui dirige le monde dans le système capitaliste, c'est les capitalistes. Ça s'appelle, voilà. Et concrètement c'est qui? C'est les multinationales. C'est Monsanto, c'est Bayer, c'est Vinci en ce moment aujourd'hui. Et donc ils sont tellement puissants qu'ils arrivent, ou en l'occurrence, là vous voyez aujourd'hui concrètement, l'actualité n'est fait que de ça, avec, là c'est Dassault, on parle avec Dassault. Ils sont tellement riches que, en fait, ce qu'on appelle, c'est devant des intérêts de classe, et donc, concrètement, comment ces intérêts de classe se mettent en œuvre? Bon, Dassault c'est un bon exemple, hein, où la carrière de Chirac, elle a été créée par Dassault, c'est le père Dassault qui a fait monter Chirac dans les postes ministériels, simplement pour prendre conscience de ça, c'est-à-dire si on veut changer les choses, il faut changer ce mécanisme, en fait, ce rapport de classe existant, et donc ça suppose que la propriété soit plus réservée à une minorité, mais qu'elle soit collective. Donc il y a ou les entreprises publiques, mais avec les dérives que ça a créées à l'époque communiste. Donc pour éviter ça, il faut développer beaucoup au maximum des coopératives, où les coopératives, la propriété travailleur est à la fois propriétaire, enfin les travailleurs, propriétaires décideurs,